Bonjour à tous et à toutes. On est chargé d'introduire ce moment, cette pop histoire, cette soirée. Donc moi, je m'appelle Jean-Marie, je représente la maison d'édition Guater. Je suis accompagné de Marie Graville qui a travaillé sur le livre en tant qu'éditrice. Donc elle va vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. On vous remercie beaucoup d'être là. On est très fiers d'avoir accompagné cette publication. Donc tout à l'heure, Roland et Guy Abgral vont venir, mais juste avant, on voulait un petit peu raconter cette histoire éditoriale particulière. Oui, merci à toutes et à tous d'être venus. Nous, on est une maison d'édition rennaise qui publie beaucoup de choses différentes, mais entre autres aussi des ouvrages historiques. On aime bien publier des ouvrages un peu sur l'histoire populaire, et là, du coup, l'ouvrage de Roland, ça s'inscrivait parfaitement dans cette optique-là. C'est un ouvrage qui est très très complet et qui est hyper intéressant, qui nous a tout de suite intéressés sur l'histoire de Brest, parce que c'est une histoire populaire, et aussi c'est une histoire qui revient un peu sociologiquement sur les rapports que les gens avaient entre eux en fait à la belle époque à Brest. Donc ça parle d'énormément de choses, ça parle de prostitution, de rapports de voisinage, d'alcool, de rapports à l'alcool, etc. C'est très très intéressant, ça nous a vraiment intéressés, et c'est pour ça qu'on a choisi de se lancer dans cette aventure. Et c'était aussi un ouvrage intéressant au niveau de l'édition, parce que à la base c'est une thèse, donc on a dû faire énormément de coupes. On a dû choisir les passages vraiment importants pour que ça puisse être lu par des gens qui sont passionnés par l'histoire, mais aussi par des gens qui sont juste intéressés par l'histoire de Brest et qui ont envie d'en savoir plus sur cette histoire-là qui est hyper intéressante. Et donc nous, on a vraiment adoré travailler là-dessus. On remercie les archives de Brest qui nous ont permis d'avoir des iconographies, des sources sur lesquelles s'appuyer. Et c'est aussi très intéressant pour les lecteurs et lectrices. Donc voilà, nous on a adoré travailler là-dessus, et on a adoré le bouquin, donc on espère que vous allez l'aimer aussi. Voilà. On doit lancer la chanson. On doit lancer la chanson, qui est donc une chanson de Christophe et de Laetitia Casta, qui s'appelle Daisy. Donc on vous laisse là-dessus. Voilà, bonne soirée. Brest, Brest, tant de voyages, d'îles, de mer, des chansons, des fous rires, des pleurs, longues vues, larguer les amarres, les parfums doux du Zanzibar, c'est toujours la même atmosphère. Au Vauban pour l'éternité, âme de ferré et des damnés, Brest, Brest et ses rêves d'escale, brestoise, brestois, du siècle dernier, avec Guy Abgral, pointez votre nez. Bonsoir, bienvenue à Brest. C'est une fille de l'Atlantique qui boit pour oublier la guerre. Le courrier de la mer Blanche, Édouard Pesson, en 1929, l'arrivée à Brest. J'ai raconté le combat à Renault, le 4e mécanicien. Comme je passais devant sa cabine, il m'a invité à y pénétrer. Le soir, il est venu me voir dans la mienne. Nous avons fait des grogues et nous avons causé en fumant. Il parle sans façon de touche et de tout. On comprend qu'il est libéré de toute obligation. Il a navigué un peu partout. Les préjugés et les conventions ne le gênent plus. Il est petit et vif, tout d'une pièce. Il a retourné tous mes livres, ouvert ma boîte à couleurs, jeté un coup d'œil dédaigneux sur les dessins que j'ai épinglés aux cloisons. Il y a entre nous deux un fossé immense. Pourtant, nous sympathisons tout de suite. Le lendemain, je le rencontre seul sur le pont. Il m'interpelle familièrement. Quand arriverons-nous à Brest, petit? Dans 2 jours. Il faudra descendre à terre avec moi. Je veux bien. La brume et la pluie enveloppent le Plata, notre bateau,
d'un pesant manteau. Une brume noire, sale, qui s'en la suit, qui saisit la gorge et imbibe les poumons. Une pluie hargneuse. Le navire, sans feu et aveugle, gêné dans ses mouvements, hésite. Attention à ne pas venir sur le bâbord. On cherche à percer la brume, à percevoir l'éclat du phare qui ne doit pas être loin. Il y a des éclairs qui éblouissent. Guillaume, penché sur la carte, unit d'un trait du crayon les fonds de même profondeur. De nouveau désordre, des changements de route, des pulsations plus rapides de la machine. Quelques minutes après, arrêt encore. Au matin, la terre ferme, l'horizon devant, à droite et à gauche. Le Plata est mouillé devant Brest. Le vent couche de grands arbres difformes accrochés au haut d'une falaise. En les montrant du doigt, le charpentier me dit « Vous ne voulez pas qu'il croie aux fantômes dans ce pays ? La ville vient vers moi. Elle est bâtie sur la hauteur et dégringole jusqu'à l'eau. Une faille immense dans le roc la coupe en deux. Elle est d'un côté soutenue par un rempart. Dans la faille sont cachés, sur l'eau dormante, les navires de guerre. Un pont mobile unit les deux parties de la ville. À sa base se trouve la rade de guerre d'un côté, le port de commerce de l'autre. Pour l'instant, tout paraît uni. Mon regard se pose partout et ne voit rien. Il y a trop de choses. La vedette me dépose sur un quai bas et désert, au pied d'un escalier. J'atteins un terre-plein. Des passants me frôlent. 5 rues s'offrent à moi et le grand pont de recouvrance. Il me semble que les femmes m'accueilleront avec plus de douceur que les hommes. Je regarde la première qui passe. C'est une fille blonde du peuple qui fait claquer ses galoches sur le pavé. 2 petits yeux pétillent dans sa grosse figure rouge. Elle me sourit. Ça va. Je file droit devant moi vers le haut de la ville. De là, je l'embrasserai du regard et la connaîtrai plus vite. La pluie a cessé. Je secoue mon feutre et le mets sous le bras. J'entre dans un débit et bois un vermouth cassis. La fille qui me sert me sourit. Je sors et marche encore. J'ai franchi le grand pont de fer. En bas, des bateaux glissent sur l'eau. Je retourne à droite, puis à droite encore. De nouveau, il pleut. J'entre dans un autre bistrot. Les buveurs sont assis sur des bancs de bois usés par les fesses et accoudés à de petites tables de bois également, fendues, tailladées, rognées. La porte d'entrée est trop étroite pour laisser le passage à la lumière grise de la ruelle. Tout l'éclairage vient de la fenêtre placée sur le côté et qui ouvre sur la rue plus large. Près de cette fenêtre, une table est libre. Je m'assieds et pose devant moi mon paquet de cigarettes et la boîte d'allumettes. Le faisceau lumineux, partagé en 6 par les carreaux, frappe en plein les visages des buveurs. La crasse molle des murs l'absorbe.
Ils parlent des ports voisins, leur accent est rude. Les mots secs, courts, tordent leurs lèvres rasées et découvrent leurs dents jaunies par le tabac. Je ne comprends pas tout ce qu'ils disent et pourtant leur conversation m'intéresse et je complète ce que je ne comprends pas par ce que je vois. Je brûle mes cigarettes les unes après les autres tant mon attention est tendue. En face de moi, demi-tournée vers la salle est la porte d'entrée. 2 filles la referment sur elle. Elles frappent des pieds pour secouer l'eau de leurs chaussures et essuient le manteau à un coup de main rapide. Elles parlent à voix basse et elles rient entre elles. Puis elles relèvent la tête et regardent la salle. 3 chaises sont inoccupées à ma table. Elles hésitent un peu, puis viennent s'y asseoir, toutes 2 du même côté, en face de moi. L'une est petite, brune, et montre un visage chiffonné. L'autre, plus grande, presque blonde, tourne la tête avec difficulté. Je regarde les mains grasses de la brune sous la table. Je pose mon pied sur le sien. Je leur offre à boire et des cigarettes. Elles acceptent. Vous êtes sur un bateau de commerce, vous êtes de Marseille? Elle rit, parce que la fille a dit Marseille. Je m'appelle Madeleine. Il y a du soleil à Marseille. Pas comme ici. Ici, il pleut toujours. Et puis ça tombe, vous allez à Arkhangel, où ça, il est ce patelin. C'est un nom du paradis. En Russie, dans le nord, tout en haut. Et si on mangeait ici, demande Renaud, elle s'interroge du regard. Tu peux, tu es libre, tu le verras demain, c'est entendu, que mange-t-on? On appelle la servante. Renaud veut des huîtres, moi du beurre salé et du cidre, les filles du beefsteak aux pommes. Vous pouvez nous donner ça? Tout ce que vous voudrez. Allez-y, et du vin blanc cacheté. Nous sortons, il fait nuit. Nous nous tenons par le bras, tous les 4, et tanguons dans la brume. Nous refaisons le chemin que j'ai parcouru pour atteindre le bistrot de recouvrance. À la pauvre lumière de quelques réverbères, le pavé luit. Je sens sous mon bras le bras charnu de Madeleine, ma compagne. Elle regarde droit devant elle et sourit à belles dents à l'aventure que je représente. Vivre. Elle veut vivre intensément, jouir pleinement, même au détriment de la longueur de son existence. On prend quelque chose? Pauvre question qui voit à peine notre besoin d'alcool. On entre, quelques tables de marbre, à l'une 4 seconds mètres de marine, étalent leurs sardines dorées et se saoulent lentement en parlant d'avancement. 4 cognacs. Madeleine parle. Je n'y vois plus rien clair. Je vois sa tête un peu de travers et ses cheveux fous qui l'entourent comme tordus par une main et une mèche qui vient se prendre à ses lèvres et qu'elle repousse de ses doigts courts et gras où brille une bague d'or. Elle fume, tousse et écrase le bout de sa cigarette sur le marbre pour en faire tomber la cendre, et puis elle serre les lèvres, pince les narines et ferme les yeux. De Salonique, un homme lui a écrit. Son fiancé. Fiancé. Ville à boire, ville à bal. Déjà en 1794, Cambry pointe le désordre, l'ivresse habituelle des ouvriers et des matelots vivant dans une misère profonde, des femmes ivres d'eau de vie. Un siècle plus tard,
En 1898, Paul Eudel écrit qu'à Brest, il y a 2500 ouvriers du port qui ne connaissent pas d'autre délassement à leurs rudes travaux que la bolée de cidre ou la goutte d'eau de vie. L'image de la ville à boire est ancienne. Elle perdure et la réputation sulfureuse de Brest s'installe comme une donnée de la psychologie urbaine française. Dans la littérature brestoise, les cafés ne désemplissent pas. La vitalité, l'exaltation semblent pénétrer le quotidien et se cristalliser dans les nombreuses fêtes collectives, plutôt profanes, même si Sainte-Anne-du-Porzic dispose d'un joli petit pardon. Défoulements et distractions sont partout évoqués, jeux de boules, jeux de cartes et les balles, spontanés ou organisés, dans les salles dédiées. Les débitants de boissons réclament souvent aux autorités le droit de laisser leurs servantes danser avec les clients dans tous ces cafés, ces auberges, ces cabarets, ces débits, dont les livres sur Brest regorgent. Au grand jus, au bar de la tempête, à la buvette des armements, rebaptisée buvette de la flotte, à la descente des Nantais, à la descente des Morlaisiens, au retour du Tonquin. Les noms des débits convoquent réalité locale et imaginaire collectif. André Chédid, l'œil. D'où nous vient cet œil qui capte les géographies, entrelace océan et pierre, amasse ombres et soleil, brasse creux et crête. Qui nous accorde cette prunelle qui embrasse terres et visages, qui survole ou s'attarde, qui est source du regard? Qui nous octroie cette vue qui trace amour ou dédain, désir comme épouvante? D'où émerge cet œil qui nous offre l'univers? Où converge l'autre regard qui se détourne du monde? La maison de la Fontaine à Recouvrance, la maison près de la Fontaine, Nino Ferrer. Brest, ville d'intégration, ville brassée. La ville se développe grâce à l'apport massif des nouveaux venus. Port militaire et grande ville de la Basse-Bretagne, Brest a toujours exercé un pouvoir d'attraction, voire de séduction, sur les populations des communes environnantes. Du Léon, de Cornouailles, de toute la Bretagne et les principaux ports français, on parvient à Brest. Cette géographie sociale de Brest est traduite dans un roman de Joseph Créache, Modeste le Léonard. Le roman est réédité en 1950 par le grand libraire et éditeur Pierre Lebrise, aux éditions de la Cité. Avec comme titre complet, Modeste le Léonard, Suggestion d'une ville, Brest. Au-delà d'une histoire mélodramatique, boissons, crimes, asile, maladie, l'action du livre se situe donc dans le Brest du Second Empire au moment de la visite de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie en 1858. Modeste, originaire de Cléder, s'est engagé dans la marine en devenant gabier, spécialité exposée au danger, car le gabier œuvre dans la mâture. Le héros explique pourquoi il a quitté son Léon natal pour Brest. Eh ben, vous savez, le travail sur les terres, la vie sous le chaume, avec à mes pieds le sol battu plein de trous, où il y a de l'eau et des saletés, la table noire de mouches, où l'on mange son lard, le lit clos où on est presque mort avant d'être mort. Tout ça, mademoiselle mariage, je ne pourrai plus l'endurer. Pas vraiment le cheval d'orgueil. Cet apport migratoire ancien des campagnes finistériennes est une donnée fondamentale de l'histoire de Brest et de la Bretagne. Dans un rapport, l'archiviste du Finistère rapporte les plaintes du recteur de Rosnowen qui déclare qu'il a presque autant de paroissiens à Brest qu'à Rosnowen même. Alors que le maire de Kernoues se plaint que beaucoup de jeunes gens ne revenaient pas au pays après le service militaire. Brest intègre des bataillons entiers de paysans léonards ou cornouaillais. Les lumières de la ville et les emplois de marine ou de l'arsenal attirent. Les liens entre Brest et la presqu'île de Crozon sont ainsi très anciens, avec une implantation forte de Crozonnais,
à Recouvrance, notamment dans le micro-quartier de la Corniche. Des relations commerciales anciennes existent également entre Saint-Pierre et Lanvéoc Poulmic. Une grande partie des enfants abandonnés au XIXe siècle à Brest, où le tour, entre guillemets, subsista jusqu'en 1864, étaient d'ailleurs placés en nourrice chez des paysans de la presqu'île de Crozon et du Porzay, Plomodierne, Telgruc, Trégarvan, Saint-Nic, Rosnowen, Arcole. Malgré la distance, la navigation était intense entre les deux côtés de la mer. La rade. Les lumières du Ponant sont autant de lueurs d'espoir qui justifient un déménagement souvent synonyme de dépaysement, et parfois même les arrivées et implantations à Brest provoquent déchirures, voire déracinement. Les liens avec le pays natal restent souvent très forts. Ce qui explique aussi en partie les différences au sein de la population de Recouvrance entre la population native et les paysans bretonnants. Souvent beaucoup plus pratiquants, bien sûr, l'installation à Brest provoque aussi son lot de satisfaction, notamment quand l'intégration à la marine se passe au mieux. Cette forte mobilité géographique s'associe au caractère naturellement flottant d'une ville maritime et de garnison, et donne donc à Brest ce caractère spécifique, pas singulier, spécifique, celui des grands ports. Ce perpétuel renouvellement de la population brestoise renforce son originalité, alors que l'ère de recrutement des nouveaux citadins souligne une étonnante diversité d'origines. Réduire Brest à un isolat français en terre bretonne, c'est se contenter avec un petit peu de paresse d'une vision politique, militaire et administrative, d'une ville sujette, d'une ville à la remorque du destin national. C'est un fait, Brest reste une colonie qu'Yves Le Gallo a caractérisée dans sa thèse dès 1964, en insistant bien sur le fait que le terme revenait sans cesse dans la correspondance des intendants et commandants de la marine au XVIIIe siècle, ainsi que dans celle du premier préfet maritime, Caffarelli, sous le Premier Empire. Et Le Gallo a décliné avec brio cette réalité coloniale, au sens militaire du terme tout d'abord. Mais il a aussi souligné, ce même Yves Le Gallo, l'évolution vécue au XIXe et XXe siècle, en étudiant notamment le processus de britonisation de Brest. En dépit de sa position géographique et de sa vocation militaire, Brest a toujours puisé ses forces vives donc dans des mouvements migratoires puissants qui ont façonné la composition d'une population urbaine totalement, ou pas totalement, constamment, alimentée de Finistériens ruraux. Finistériens donc issus des campagnes environnantes ou beaucoup plus lointaines. Cet exode rural, qui constitue un authentique transfert de population, peut provoquer un déracinement et des difficultés d'intégration. L'étude du registre des débits de boissons permet d'en prendre une mesure. De 1900 à 1902, plus de 1200 débits de boissons ou cabarets changent de propriétaire ou se créent. 20 ans après la loi de libéralisation de 1880, une concurrence féroce sévit en la matière. Parmi ces 1240 cabaretiers, 372 sont nés à Brest, soit seulement 30%. 634 sont nés dans le Finistère et 207 noms de communes ont pu y être recensés. La moitié des débitants de boissons sont donc originaires d'un Finistère massivement rural. Du Léon, Plouguerneau, Plouescat, Saint-Paul-de-Léon notamment, comme de Cornouailles, Crozon, Quimper, Douarnenez, Daoulas, Le Haut-Gonat, Daoulas, tout le Finistère est représenté dans la cité du Ponant. Dans ces lieux de passage et de sociabilité intense que sont les débits, ces ambassadeurs ont contribué à renforcer le lien naguère plus ténu entre Brest et son arrière-pays. 127 des 214 débitants
non finistériens, soit 60%, sont originaires des autres départements bretons, dont la Loire inférieure, future Loire-Atlantique, qui sera exclue de la Bretagne par un décret du régime de Vichy en 1941. 88 sont originaires de 39 départements français. C'est pas un hasard. 4 d'outre-mer, des colonies et de l'étranger. À bien observer la carte construite, on constate que 19 des 21 départements littoraux fournissent à Brest des tenanciers de bistrots. De la mer du Nord à la Méditerranée, de Dunkerque dans le Nord à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Ces villes de départ pour Brest sont souvent des ports, et ces néo-brestois viennent du Havre, de Cherbourg, de Saint-Servant-Saint-Malo, Saint-Brieuc, Lorient, Saint-Nazaire, Nantes, Rochefort, Bordeaux, Saint-Jean-de-Luz, Civoure, Sète, Marseille, Toulon, Nice, Ajaccio. Le partage de l'alcool, une logique critiquée. Sur le plan social, l'acte de boire mérite l'attention, car il apparaît comme une pratique d'intégration, l'expression d'une relation sociale ordinaire, parfois même comme un rite social. Même si l'acte de consommation semble individuel. Le buveur se rend dans un débit pour consommer, c'est vrai, la boisson de son choix. Il y pénètre également pour rencontrer, discuter, se détendre, voire s'amuser. Une véritable sociabilité conviviale. L'éloge du vin, notre boisson totem, Roland Barthes, n'est plus à faire. Et la perception de la déviance provoquée par des comportements excessifs n'intervient que tardivement. La fin du XIXe siècle, c'est le moment où l'image positive, liée à la virilité, culturellement admise et socialement valorisée, est mise à mal par de nombreux observateurs sociaux. Le rite d'initiation et d'intégration relève désormais, pour certains, de la pathologie sociale. La recherche individuelle et collective du plaisir est déniée. L'alcoolisation mettrait le buveur et la société tout entière en danger. Dès 1840, Villermé développe les conséquences funestes de l'ivrognerie. Elle rendrait l'ouvrier paresseux, joueur, querelleur, turbulent. Elle le dégrade, l'abrutit, délabre sa santé, abrège souvent sa vie, détruit les mœurs, trouble, scandalise la société et pousse au crime. L'ivrognerie est la cause principale des rixes, d'une foule de délits, de presque tous les désordres que les ouvriers commettent et auxquels ils prennent part. C'est le plus grand fléau des classes laborieuses. Classe laborieuse, classe dangereuse. L'exemple des incidents de Lorient, en août 1903, en fournit un bon exemple pour une ville très comparable à Brest. La police sur les violences de l'été 1903. Ces incidents sont dus à l'élément malsain de la population, au rebut qui pullule au port. Depuis les portefeuilles et les habitués des fortifications jusqu'à certains ouvriers de l'arsenal. On dit même que des matelots permissionnaires s'étaient habillés en civil et ne figuraient pas au dernier rang. Il est à remarquer que cette population est essentiellement alcoolique, qu'elle s'enivre de tafia et de vulnéraires. Et que le 5, elle avait touché sa paye avec les arrérages de janvier. L'idée absurde selon laquelle la consommation d'alcool est une réalité quasi exclusivement ouvrière s'impose alors pour longtemps dans les esprits éclairés du temps. En 1885, le sénateur Claude affirme de manière péremptoire dans son rapport sur la consommation d'alcool que la classe ouvrière est seule à prendre part à cette terrible consommation. La population aisée n'y participe pas. Et si les jeunes gens de la bourgeoisie cèdent à l'ivresse, ils le font pour le plaisir, là où les ouvriers n'agiraient que par nécessité. Paul Rive. L'ivresse ne semble pas aux ouvriers, comme aux jeunes gens de la bourgeoisie,
un divertissement dont on tire plus de vanité que de joie, mais une nécessité de la profession, une exigence de la condition ouvrière. Didier Nourisson abonde dans ce sens, instinct de survie des plus démunis. Les jugements moraux condamnant le comportement alcoolique dénoncé comme un vice sont légion, un vice opposé aux vertus de l'épargne et du travail. Pourtant, dans les faits, têtu, la consommation d'alcool devient un signe d'appartenance, voire de ralliement à la classe ouvrière. Une valeur ouvrière à part entière, un signe d'identité culturelle. Comment dès lors imaginer que l'anti-alcoolisme, bourgeois comme ouvrier, ait pu rencontrer un véritable succès ? Les organisations ouvrières se sont pourtant lancées dans une lutte directe contre l'alcoolisme, facilitée par la mise en place des bourses du travail. L'alcoolisme est dénoncé et la syndicalisation proposée comme une solution. Les bourses du travail accueillent des conférenciers qui parlent de l'alcoolisme. Mars 1900, Guyès, secrétaire de l'Université populaire de Paris, insiste sur la nocivité de tous les alcools qui seraient de véritables poisons. Le cognac, aux 3 étoiles, renommé comme le meilleur, le beer, le vermouth, le madère. Tous ces alcools sont faits avec la pomme de terre, la betterave et l'écorce de bouleau mélangée avec une certaine quantité d'esprit de bois. Et enfin, le suprême pernod et le bitter sont les 2 poisons les plus violents. C'est en France qu'il en est le plus consommé, principalement en Bretagne et en Normandie, où la bourgeoisie en absorbe davantage que l'ouvrier. C'est dans ces vers que se trouvent les germes de la tuberculose, l'épilepsie et la folie. L'anisette, cette liqueur si douce pour les dames avec son goût sucré, est d'autant plus pernicieuse qu'on a dû y ajouter du sucre en quantité suffisante pour cacher le poison qu'elle contient. Fermez les guillemets. L'alcool ne fragilise plus simplement l'ouvrier, mais voici le bourgeois et la femme menacés par des alcools notoirement trafiqués. L'alcool est pathogène, et voilà donc tout trouvé l'explication à tous les maux de la classe ouvrière, grande faucheuse en tête. A contrario, les boissons considérées comme hygiéniques, le vin, et surtout la bière et le cidre, échappent à cette critique, et sont même dotés de vertus curatives et nutritionnelles. Dans une réclame parue le 12 mars 1902 dans l'Ouest éclair, le Bock l'Alliance, dont la publicité rappelle la fabrication à partir d'eau, malt, orge et houblon, est vendue comme une boisson agréable, saine, tonique et vraiment nutritive. Alors que la qualité sanitaire de l'eau est loin d'être sûre, le cidre est également vanté pour ses vertus thérapeutiques et ses bienfaits contre de nombreuses pathologies, du rein et de la vessie notamment. Contraste radical donc entre alcool fort pathogène, condamné par les observateurs sociaux, et boissons faiblement alcoolisées, thérapeutiques, vendues également dans les rares buvettes anti-alcooliques, et perçues donc comme un palliatif utile en cas de sevrage. Mais le rapport à l'alcool dépasse évidemment la question de la boisson. Au cabaret, au bistrot, au débit, les Brestoises et Brestois des milieux populaires y trouvent tout ce qui manque chez eux. Lumière, couleur, chaleur et surtout les amis d'une vie ou d'un soir. On ne retrouve pas l'image du rituel obligé, souvent décrit, mais davantage l'expression débridée d'une liberté individuelle jouée en groupe. La tournée, elle fait autant le groupe que l'appartenance au groupe ne l'impose, que l'appartenance au groupe ne l'impose comme une évidence. Court flashback. Depuis le XVIIe siècle, la demande en vin est inséparable du port de guerre. L'État prend en effet en charge la fourniture de la boisson aux travailleurs du port et aux marins. Les officiers boivent le vin réservé au carré grâce aux sommes réservées à la dépense de la table à la mer. Dans une Bretagne paysanne, buveuse de cidre, Brest constitue donc bien une exception régionale. Au XVIIIe siècle, la ration des bagnards comportait du vin. On a envie d'y retourner au bagne.
Avant 1914, Brest importe 30 000 tonneaux de vin d'Espagne et d'Algérie. 30 000 tonneaux de vin d'Espagne et d'Algérie débarqués par des compagnies maritimes françaises. Scafino, qui passe dans le langage populaire. La compagnie Fécampoise, les cargos algériens ou la compagnie du Nord. Les bâtiments mettent alors 5 jours pour relier Oran à Brest. Dès les années 1870, avec le chemin de fer, une diversification s'était produite avec l'arrivée des vins de Méditerranée et du Languedoc. À partir du dernier tiers du XIXe siècle, la Bretagne tout entière est bien entrée dans la belle époque des alcooliers, comme le montrent les archives du petit bistrot de la rue du Bot en Saint-Marc, le bistrot Kerber-Rennes. La loi de libéralisation de 1880 explique cette évolution. Le Finistère comptait 6 682 débits en 1872, 1 pour 96 habitants. En 1900, on en dénombre 2550 de plus, 9230 au total, 1 pour 83 habitants. À Brest, au tournant du siècle, on compte 823 débits. On reste loin, en fait, des niveaux records observés au Havre et surtout à Rouen, où l'on compte 1729 débits de boissons en 1897. À l'échelle des quartiers, on ne retrouve donc pas à Brest la densité extraordinaire du quartier havrais de Saint-François, où en 1914, on dénombre 263 cabarets pour 6000 habitants, soit 1 pour 23 habitants. La première conséquence de cette multiplication frénétique des débits de boissons est l'instauration d'une concurrence féroce qui accélère la baisse des prix de boissons, ce qui profite au vin, au cidre et surtout à l'alcool. Première chanson du premier album, quelques mois après le premier concert ici au Vauban. Miossec, non, 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 je ne suis plus sous. Jean Genet, Querelle de Brest. Un extrait, évidemment. C'est un joyeux bandit qui de rien ne s'alarme. Quelques maçons jouaient aux cartes sur la table débarrassée des bols et des assiettes de faïence blanche. Le poêle était bourré à bloc. Gilles voulut sortir pisser, mais en tournant la tête, il vit Théo traversant la pièce, ouvrant la porte, se rendant vraisemblablement au même endroit. Gilles demeura. Théo tira la porte sur soi. Il entrait dans la nuit à la brume, vêtu d'une chemise kaki et d'un pantalon bleu rapiécé d'un morceau de toile de différents bleus délavés, très doux à l'œil. Gilles portait un pantalon semblable qu'il chérissait. Il se déshabilla. Il retira sa chemise pour ne garder qu'un maillot de corps, d'où sortaient par une large échancrure ses bras musclés. Le frotte sur ses talons, en se baissant, il vit ses cuisses. Elles étaient épaisses et solides, développées par le vélo et le football, lisses comme le marbre et dures comme lui. En pensée, Gilles remonta du regard de ses cuisses à son ventre, à son dos musclé et à ses bras. Il eut honte de sa force. S'il avait accepté de se battre, à la loyale, bien entendu, c'est-à-dire sans coup seulement en luttant, ou à la bigorneur du chausson et du poing, il eût sûrement possédé Théo. Mais celui-ci avait la réputation d'être violent. De rage, il eût été capable de se lever la nuit pour venir à pas silencieux trancher le cou à son vainqueur. C'est grâce à cette réputation qu'il vivait tranquille au milieu de ses insultes. Gilles refusait le risque d'être égorgé. Il quitta complètement son froc, un instant debout en slip rouge et en maillot de corps blanc devant son lit. Doucement, il gratta ses cuisses. Il espérait que les compagnons verraient ses muscles
et croirait qu'il avait refusé de se battre par générosité, afin de ne pas trop facilement tomber un vieux. Il se coucha. La joue sur le traversin, Gilles songea à Théo avec un dégoût d'autant plus épais qu'il se rendait compte qu'autrefois, au temps de sa jeunesse, Théo avait dû être bout. Sa maturité était encore vigoureuse. On est chaud de la pince dans le bâtiment, disait-il parfois. Il voulait dire on est de chaud lapin. Son visage aux traits durs, viril, resté pur, était délicatement tailladé d'une infinité de minuscules rides. Les yeux noirs, petits et brillants, étaient méchants. Mais Gilles, certains jours, les avait vus posés sur lui et noyés d'une extraordinaire douceur. Et cela vers le soir, plutôt, quand l'équipe cessait le boulot. Théo nettoyait ses pognes avec un peu de sable doux. Puis il redressait son échine pour regarder le travail en train. Le mur qui montait, les truelles abandonnées, les madriers, les brouettes, les seaux. Sur tout cela, et sur les ouvriers, pardon, se déposait lentement une impalpable poussière grise qui faisait du chantier un seul objet fini, obtenu enfin par toute l'agitation du jour. La paix du soir était due à l'achèvement d'un chantier. Christophe Miossec, Finistérien, les chiens de paille. Les hommes qui travaillent, qui ne sont plus que chiens de paille, qui émergent au petit jour d'un sommeil un peu trop lourd, de la poussière plein les paupières et le souffle un peu trop court. Les hommes qui travaillent, qui se réveillent, vaille que vaille. Travailler, pour qui? Pourquoi? Pour quel résultat? Pour quelle vie, tu crois? Donner sa vie à qui? À quoi? Pour quel résultat? Pour quel patronat? Travailler pour qui? Pourquoi? Comment fait-on pour tout prendre sur soi? On ne se voyait pas comme ça, peut-être pas comme au cinéma, mais quand même un peu plus beau, et surtout un peu plus fier, et même un peu plus grand parfois. Si je ne le dis, est-ce que tu me crois? Je n'en peux plus de cette vie-là, je craquerai avant la fin du mois. Travailler pour qui? Pourquoi? Comment fait-on? Pour quel résultat? Donner sa vie à qui? À quoi? Pour quel résultat? Pour quel patronat? Travailler pour qui? Pourquoi? Comment fait-on pour tout prendre sur soi? Du col blanc au bleu de travail, c'est toujours la même bataille. Ne jamais montrer ses failles, rester sur son quant à soi. Quand on voudrait semer la pagaille, ouvrir sa gueule au moins une fois, dire enfin ce qu'on fout là, se rendre malade pour ce putain d'emploi. Travailler pour qui? Pourquoi? Comment fait-on pour tout prendre sur soi? Donner sa vie à qui? À quoi? Pour quel résultat? Pour quel salariat? Travailler pour qui? Pourquoi? Comment fait-on pour en arriver là? Petite pause rock, Brian Ferry & Co, Roxy Music, Virginia Plain. Sexualité vénale et rapports sociaux. La présence des filles de joie, filles de noces en ville, le mot prostituée n'est pas employé, est massive à Brest. Cette vénalité conduit à s'interroger sur l'intégration de ce corps de métier à la société populaire quand la majorité des littérateurs de l'époque en font une des figures de l'altérité et de l'exclusion sociale. Il s'agit de comprendre à quel point les rapports entre les filles et leurs clients sont communs. Sans basculer évidemment dans une analyse iconoclaste, la prostituée n'est pas une travailleuse comme les autres. À l'époque, elle n'est pas socialement respectable, ce qui n'empêche en rien la considération, le respect, l'amitié, voire même l'amour d'hommes et de femmes à leur égard. Tout l'écart entre le monde social et les relations humaines. Quant au conflit injurieux, il montre à quel point l'insulte reste marquée par une extraordinaire obsession de sexe qui s'explique notamment par cette place occupée par les filles, en ville, à Brest, et ce, depuis le XVIIIe siècle. Brest reste une ville militaire, royale et garnison au sens plein, jusqu'à la Première Guerre mondiale.
La question du maintien de l'ordre en ville place la prostitution au centre de controverses entre les différentes autorités, civiles et militaires. On touche là une des facettes de la scène brestoise. Les autorités militaires considèrent les équipages comme les victimes expiatoires des filles de mauvaise vie et des intendants du commerce de l'amour. Logeurs, cabaretiers et maquerelles, les autorités maritimes s'en remettent à la municipalité pour essayer de juguler la menace que font planer les filles sur la moralité et la santé des matelots. Au mois d'avril 1892, le lieutenant-colonel Thomas, commandant le 2e régiment d'infanterie de marine, écrit au maire de Brest « J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien donner des ordres pour qu'un agent de police fasse quelques tournées supplémentaires sur l'emplacement occupé par l'école des clairons du régiment. » L'école du clairon des régiments. Des femmes de mauvaise vie cherchent aux heures des pauses à lier conversation avec les clairons et à plusieurs reprises, le gradé chargé de cette école a dû les faire évacuer. Pour éviter le renouvellement des affaires qui ont eu lieu précédemment et qui ont entraîné la cassation de plusieurs gradés, il serait indispensable qu'une surveillance spéciale soit établie en cet endroit assez mal fréquenté. Ces femmes connaissent l'heure des tournées faites par les agents et se gardent bien d'y séjourner à ces moments. À la fin du XVIIIe siècle, l'intendant de la marine évoquait la repentance des fautes, entre guillemets, des pêcheurs malheureux, alors qu'ici, le lieutenant-colonel regrette que plusieurs officiers n'aient pu résister au racolage. Le militaire, simple matelot comme gradé, est systématiquement considéré comme une victime alors que la situation est jugée moralement inacceptable. Le paysage ordinaire de la prostitution banalise la sexualité illégitime à un point difficilement concevable pour les amiraux de la Royale. Au mois de mai 1895, le vice-amiral Barrera, préfet maritime, s'adresse ainsi au sénateur-maire de Brest. « Il m'a été rendu compte que des filles de mauvaise vie, postées au-dessus des terrains vagues qui dominent la rue de Portsmouillère et l'esplanade de l'hôpital de la Marine, entretiennent avec les malades des relations par signes ou même de vive voix et se livrent à des gestes obscènes qui auraient provoqué des plaintes de la part des personnes qui fréquentent cette route. » Le préfet maritime conclut en priant le premier magistrat de Brest de prendre les ordres nécessaires pour faire cesser cet état de choses contraire à la morale. La célébration ostentatoire de la débauche ne peut être tolérée, mais c'est la même morale qui reconnaît implicitement la nécessité de la prostitution, érigée également comme un véritable rempart à l'homosexualité. Un mal nécessaire, prophylactique, lorsqu'il s'agit de protéger le corps social et la royale des mœurs contre nature. Cette question de la prostitution permet également de repérer une configuration assez inédite des relations entre les autorités civiles et militaires. La dépendance ordinaire de la magistrature municipale s'efface ici au profit des demandes réitérées de la préfecture maritime. La prostitution est un monde de relations et de réseaux qui concerne de très nombreux militaires, matelots, soldats, sous-officiers et officiers. À moins de consigner tout le monde dans les casernes ou à bord, l'autorité militaire ne dispose d'aucune solution efficace pour empêcher les contacts avec les filles. L'acceptation implicite de la nécessité de l'exutoire sexuel pour les militaires les oblige à agir avec pragmatisme en essayant simplement de limiter les débordements. Les autorités militaires s'en remettent donc aux autorités civiles pour contrôler le mal nécessaire en allant parfois jusqu'à effectuer des démarches auprès des ministres compétents. En 1906, le vice-amiral Peffaut, qui a lui aussi eu droit à sa chanson, commandant en chef et préfet maritime, écrit au préfet du Finistère, en faisant état d'une démarche antérieure, auprès du ministre de l'Intérieur. Il réclame l'intervention de l'autorité civile à propos d'une fumerie d'opium tenue par une prostituée brestoise.
Par dépêche du 29 octobre dernier, le ministre de la Marine m'a avisé qu'il avait fait une démarche près du ministre de l'Intérieur afin de vous prier de prendre des mesures contre les fumeries d'opium qui se sont multipliées à Brest en ces derniers temps. Mes renseignements me signalent entre autres une fille publique du nom de Arnon Juliette, domiciliée 37 rue de la Vierge, chez laquelle des marins se rendent fréquemment pour fumer, compromettant ainsi leur santé à ce point que leurs familles alarmées ont eu recours à moi pour couper court à de tels agissements. Les marins en question, sitôt qu'ils ont été connus, ont été consignés à la caserne ou à bord de leur bâtiment. Mais l'autorité civile seule peut exercer une action efficace sur la fille Arnon et sur les commerçants où elle se procure de l'opium. C'est pourquoi j'interviens auprès de vous, etc., etc. L'implication de très nombreux officiers dans ces affaires de mœurs place de toute manière les autorités maritimes dans une position assez délicate. L'enquête menée par le commissaire central révèle ainsi que ce n'est pas tant l'influence corruptrice des filles qu'il faut souligner que l'importation d'habitudes exotiques par des officiers de marine fréquentant des filles galantes. La dénommée Juliette Arnon avait ainsi pour amant un médecin de la marine. Son appartement au 37 rue de la Vierge n'est pas loin de là le seul lieu où l'on se livre à l'opium. C'est le cas également, par exemple, chez Assomption Venturi, veuve Antonietti, au 63 rue Saint-Yves. Jésus. Maîtresse d'un enseigne de vaisseau, Martel, ou chez Clotilde Foucrier, dite d'Urville, au 114 rue de Paris, dont l'amant, Legnaud, est lieutenant de vaisseau. Misère. Les visites effectuées au domicile des filles par le commissaire central en personne ont permis d'établir que toutes possédaient un attirail de fumeurs dont elles se servaient pour leur usage personnel et celui de leurs amants. Les officiers de marine fournissaient les ustensiles nécessaires et quelquefois même de l'opium. Mais elles parvenaient également à s'en procurer chez certains pharmaciens brestois. Cette affaire, en apparence assez anodine, nous plonge au cœur d'un réseau de notables brestois. Mais le scandale n'éclate pas car les galantes, une fois identifiées par les autorités de police et menacées d'être inscrites sur les registres pour faits de prostitution, quittent précipitamment la ville. À Brest, dans une ville qui grouille de marins et de soldats célibataires de fête ou d'occasion, on pourrait pousser l'image de la ville-colonie en suggérant que la prostitution au Ponant relève d'une prostitution coloniale. Ce serait oublier que l'offre prostitutionnelle variée dans ses prestations et ses tarifs correspond à une pluralité de clientèle, le tout évoluant dans un cadre légal inchangé, au moins en apparence, le système réglementariste. André Chédid, l'autre réalité, la marée des mots, la tempête du verbe, le souffle de la parole désigne l'autre réalité, impalpable, mais souveraine, insondable, mais quotidienne, qui nous exalte ou nous dévaste, nous consume ou nous affranchit. Des querelles et des injures. Nos sources, justice, police, presse, nous plongent au cœur des affrontements et des relations sociales ordinaires. On découvre des traces, des mots, des expressions issues des registres populaires et non des discours des lettrés. Il nous faut restituer l'oralité du langage en tentant le récit de ses virtuosités quotidiennes. Michel de Certeau, au point de croisement de l'inventivité des protagonistes, brestoises, brestois, et de la mémoire collective. Ces manières de dire sur le vif mettent en jeu un art tout personnel et des usages mémoriaux et localisés. Les langages populaires fossilisent des expressions anciennes en les recontextualisant. Audiard, Michel, 50 ans plus tard, en fera tout un art de dialoguiste.
Traiter quelqu'un d'évadé du bagne en 1902, près de 50 ans après l'évacuation définitive du bagne à Brest, en 1858, n'est ni fréquent ni complètement désuet. Le restant de bagne témoigne que l'institution carcérale fait partie de la mémoire collective des habitants de la ville en 1900. Cette référence au bagne n'est pas anodine si on l'utilise de manière en apparence anachronique, c'est qu'elle fait mouche parce qu'elle est bien dotée d'un sens contemporain. À ce titre, elle n'est pas tant résistance langagière que réaffectation d'un passé mythique. Rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que cette expression était utilisée du temps du bagne. Quand le contentieux entre deux personnes se développe sur le terrain de l'honnêteté, le recours à cette insulte semble donc particulièrement pertinent. L'injure fait mouche. L'échange verbal oppose des individus issus dans quasiment tous les cas d'un même milieu social, des voisins de rue, d'immeubles, de camarades de parti, de syndicats, collègues de travail, parents. Ils évoluent dans un espace urbain spécifique qui favorise la joute verbale. La proximité d'autrui multiplie les rapports étroits entre les individus, dans les lieux de vie quotidiens, les immeubles d'habitation, les espaces communs, aux halles, dans les marchés, à la fontaine, au bistrot, dans la rue. On y vide la querelle dans un déchargement brutal d'invectives. Des rassemblements, parfois considérables, se forment dans le Brest d'avant 1914, et à bien des égards, le conflit injurieux apparaît comme un mode d'affrontement typiquement urbain. L'injure n'est pas que ce vocabulaire négatif facilement identifiable. Elle ne prend parfois son sens qu'en fonction du contexte local ou historique. Que signifierait bohémien déglacis pour quelqu'un n'habitant pas une ville fortifiée comme Brest? L'injure est de son temps. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à Brest, on se traitait de polissonne, grilleuse de sardines, Marie Petit Chapeau. Au début du XXe siècle, anarchistes, divorcés, fumistes font leur apparition, mais on se traite toujours de putassier. Injure masculine la plus courante à la fin de l'Ancien Régime. Les termes injurieux ne relèvent pas tous de la même temporalité. Les nouveautés lexicales reflètent l'évolution de la société et des mœurs, mais ne déclassent que très lentement des usages parfois très anciens. En 1900, on continue de se traiter de fripons, et on commence à recourir aux vieux cons. Des vieilles injures d'origine médiévale conservent toute leur valeur. Le cochon, utilisé à l'écrit dès 1091 dans le cartulaire de Redon. Putain est employé pour la première fois en 1119. 1119. Putain, ça me rajeunit pas. Pourriture en 1120. Ivrogne en 1190, semble-t-il, par Saint Bernard, sous la forme ivrogne, Y-V-R-O-I, bref. Feignant, saleté, garce, ivrognesse remonterait au XVIe siècle, alors que d'autres injures sont contemporaines. Salaud, 1829. Voyou, 1832. Anarchiste, évidemment. En matière d'injures, la représentation des figures du mal est essentielle. Le loup-garou, le receleur de vases sacrés dans la Bourgogne du XVIIIe siècle. Les Prussiens dans le nord et l'est de la France à la fin du XIXe siècle. Les chefs d'État occidentaux. Reagan, Thatcher dans la Russie soviétique des années 1980. Ça me plaît. Trop innovante, originale ou personnelle, c'est à toi. Trop innovante, originale ou personnelle, l'injure, l'insulte tombe à plat. Sa valeur corrosive, voire explosive, dépend de son adéquation avec la situation conflictuelle vécue. Elle doit correspondre à la personne ciblée et aux préoccupations du temps, dont le tour est assez vite fait. La moralité et ses deux facettes, l'honnêteté et la vertu. Ces deux qualités sont fondamentales dans une société où les choses restent rares et dans laquelle les rapports entre les personnes sont très intenses. La probité et les affaires de mœurs commandent donc les deux principaux registres d'injures dans une société où l'honneur et la considération sont essentiels.
On a collecté un corpus... j'ai collecté... un corpus de près de 1800 injures qui font la part belle au motif sexuel. Avec ces querelles, on découvre, on l'a dit, une extraordinaire obsession de sexe. Tout semble y ramener. L'injure sexuelle est tellement employée qu'on pourrait finir par douter de sa réelle efficacité. Sa fréquence et sa banalité sont celles d'une ville portuaire où les plaisirs du corps se vendent dans les maisons closes, dans les arrière-boutiques des bistrots, dans les chambres garnies des débitants, des loueurs, voire à l'abri précaire des buissons de quelques jardins publics, dans la tradition du bois d'amour. L'offre est à la mesure des multiples demandes masculines, militaires et civiles. L'éventail des lieux et de prestations est tel que la volupté figure avec le spectacle forain, la représentation théâtrale, le café-concert et la bonne cuite, parmi les plaisirs plus ou moins ordinaires de la vie en ville. Cette prostitution omniprésente, la rue offre donc le spectacle quotidien de filles plus ou moins tapageuses. Dès lors, quand le conflit éclate, les femmes sont toutes des putains, des vaches ou des garces, et l'injure se conjugue souvent au pluriel. Des chapelets d'injures sont débités et les cibles agonie d'insultes. Nous voici sur la rive droite, à Recouvrance, rue d'Armorique, le dimanche 2 novembre 1902, vers 1h de l'après-midi. Marie Guénonnet, épouse de Pierre Mazet, ouvrier au port, discute avec sa sœur à la croisée et, sans provocation, se met à insulter sa voisine du rez-de-chaussée. Félicité Lawénan, femme d'un quartier maître vétéran, marin de la direction du port, la DP, de propos orduriers tels que putain, vache, garce. Puis, s'adressant au mari, François Lawénan, toi, t'es qu'un voleur sorti du bagne. Quelques instants après, Félicité Lawénan sort de chez elle avec son enfant sous le bras. Elle est alors frappée à l'épaule d'un coup de manche à balai. Les esprits finissent par se calmer en ce dimanche après-midi. Mais s'échauffent à nouveau. 2 jours plus tard, le mardi 4 novembre, vers 7h du soir, de son domicile, c'est au tour de Pierre Mazet de s'adresser à son voisin Pierre Lawénan en lui criant « Dans ta famille, il n'y a que des putains et ta femme est une putain !» Les époux, ça vous laisse pour toi. Les époux Lawénan demandent 100 francs de dommages et intérêts. Le juge déboute les époux Lawénan, attendu que s'il y a lieu pour le tribunal de retenir les propos injurieux prononcés pour les défendeurs, il doit aussi tenir compte dans son jugement de la réputation et de la conduite dont la femme Lawénan jouissait dans le quartier de la ville qu'elle habitait précédemment. Cet attendu souligne à quel point l'injure sexuelle est efficace quand elle stigmatise des comportements réels. Les prostituées qui cessent leur activité restent toute leur vie durant d'ex-filles soumises et ne redeviennent jamais rapidement d'honnêtes ménagères. On ne se défait pas aisément d'une réputation. Pourquoi tu me regardes ? Quand l'invective n'est que la révélation publique de faits notoires, elle ne peut donc être assimilée à de la diffamation. Les couples Lawénan et Mazet sont renvoyés dos à dos et condamnés à partager les dépens du jugement. La décision de justice ne mentionne absolument pas le coup de balai et ne reconnaît donc pas l'atteinte à l'honneur des requérants. Félicité Lawénan a effectivement une très mauvaise réputation. Le juge de paix n'estime donc pas que les invectives méritent réparation, comme si l'honneur de la requérante était, quoi qu'il advienne, à jamais bafoué. Ces conflits peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Ils montrent à quel point les relations sociales de quartier peuvent être durablement marquées par ces détestations, qui nuancent pour le moins la vision nostalgique de ces sociétés, vision nostalgique focalisée uniquement sur l'entraide et les solidarités. Arlette Farge décrit l'injure à Paris au XVIIIe siècle comme cette force inouïe de destruction par l'obscène, de corrosion et de dénigrement. Sa définition semble toujours s'appliquer au début du XXe siècle à Brest, même si on ne peut affirmer avec certitude que la sensibilité à l'injure est tout à fait aussi forte en 1910 qu'en 1780. Alors des rues, des venelles, notamment qui ravellent, des ruelles, et parmi elles, la ruelle des morts, Hubert Félix Thiéphène. L'efficacité de l'injure dépend également de la connaissance de la vie des autres. On s'intéresse beaucoup à l'existence de ses voisins. S'ils viennent d'ailleurs, il est essentiel de glaner des informations qui, le cas échéant, à l'occasion du premier différend ou de manière complètement gratuite,
pourront être utilisés pour les agresser. La moralité douteuse de la femme est alors une aubaine, utilisée à la première dispute. L'utilisation des injures sexuelles n'est pas l'apanage des ouvriers du port ni des charretiers. Comme le montre cette joute exemplaire qui éclate au 1 rue Carénage, au port de commerce, le jeudi 11 octobre 1906. À 9h du matin, sur le palier du 2e étage, Joseph Brichet, capitaine de la marine marchande en retraite, traite sa voisine d'immeuble, Mélanie Ars, épouse d'un autre capitaine de la marchande, de salope, saleté, putain, vache, garce, j'y étais. Brichet profère ses insultes en criant de façon à attirer l'attention de tous les voisins. Il ajoute « Il n'y a pas dans la rue Saint-Yves de vache pire que toi. Ton mari est un cocu. À une femme comme toi, on donne un coup de pied car c'est tout ce que ça vaut. » Quelques semaines plus tard, la scène se reproduit au même endroit. Joe Brichet profère le même chapelet d'injures en saisissant violemment Mélanie Ars par le bras. Les faits reprochés aux retraités sont établis après l'audition de 4 ménagères, dont 3 habitent dans le même immeuble. Le juge condamne Brichet à 260 francs de dommages et intérêts. C'est la peine la plus lourde prononcée en justice de paix sur la période, et de la justifier. Les propos injurieux, et notamment ceux de cocu, ont été proférés publiquement. Ces injures sont d'autant plus graves qu'elles émanent d'un vieillard que la dame Ars a connu dans sa jeunesse, et qu'en raison des relations d'amitié anciennes avec la famille de cette dernière, il l'a toujours considérée comme une parfaite honnête femme. L'intention de nuire n'est pas douteuse. Le juge se prononce ici sur une affaire opposant 2 familles, a priori respectables, de la petite bourgeoisie. Il ne juge pas une querelle de portefeuille. Une même injure publique cocu peut valoir à son auteur journalier une amende de 25 francs. Ces écarts entre les peines prononcées sont pleinement assumés par l'institution judiciaire de proximité. Attendu qu'il y a lieu, pour apprécier le caractère de gravité des propos incriminés, de prendre en compte la situation sociale et le degré d'instruction des parties. Ces pratiques de conciliation naviguent en permanence à l'époque, à la belle époque, avant 1914, entre l'application du cadre légal et la représentation sociale de la violence. Ce qui relève de la violence banale, dans certains milieux, continue d'être toléré alors que les écarts de comportement plus inhabituels sont durement sanctionnés. La condition sociale des Brestois apparaît ici comme un authentique facteur discriminant, pour une fois favorable aux plus modestes. C'est une règle générale qui souffre d'une exception quand l'injure met en cause gravement la respectabilité, notamment du petit commerçant. Quand l'injure se fait calomnie, le juge prononce une condamnation extrêmement lourde. C'est le cas lors de l'affaire qui oppose au mois d'août 1907 François Bizien, ouvrier peintre, à Anna Razil, fille de François Razil, débitant de boisson au 91 rue du Moulin Blanc en Saint-Marc. Le dimanche 24 août, vers 8h30 du soir, un incident oppose Bizien à la fille du débitant. Le peintre qui habite l'immeuble est un habitué du bistrot. Ce dimanche, Bizien est en compagnie de plusieurs camarades. François Kermarek, 24 ans, ouvrier à l'Arsenal, accompagné de sa jeune fille Jeanne, âgée de 13 ans, qui habite également l'immeuble. Anna Razil refuse de servir les 2 hommes, déjà bien éméchés. Elle finit même par les mettre à la porte. L'incident se poursuit devant le débit, et sans doute en raison d'un contentieux entre Bizien et les Razil. Anna Razil semble avoir insulté Bizien de macro et de voyou, ajoutant qu'il avait été en prison et qu'il y retournerait, le traitant d'échappé du bougain. Du nom de la prison civile de Brest. Une prison au Bougain. L'attaque verbale est donc virulente, d'autant plus qu'elle survient après une mesure particulièrement vexatoire. Une chose est effectivement de ne pas se faire servir dans un bistrot, une autre est de se faire foutre carrément dehors. Bizien réplique alors durement en traitant Anna Razil « sale, putain, vache, garce !»
Il précise son accusation en déclarant Yves-Jacques et Roland Crefft, maréchaux ferrants qui étaient en train de jouer aux cartes à l'intérieur du bistrot. Vous avez servi à moi et à bien d'autres, et j'ai encore des poils de votre cul. L'ajout verbal tourne alors au pugilat. Le calme ne revient qu'avec l'intervention du garde champêtre, François Guyader, 54 ans, appelé à la rescousse. L'enquête menée par le juge de paix conduit à l'audition de tous les témoins de la scène qui déposent volontairement, à l'exception de Guyader, cité à comparaître, ainsi qu'un autre témoin de la scène, Louis Bohec, 48 ans, ferblantier. 4 témoins corroborent la version de la jeune femme, alors que seul Kermarec et sa fille atténuent la responsabilité de François Bizien. Le témoignage de François Guyader, gendarme départemental en retraite, titulaire de la médaille militaire, garde champêtre de la commune de Saint-Marc, est évidemment décisif. Le jugement prononcé à l'encontre du peintre est implacable puisque Bizien est condamné à 200 francs à titre de réparation civile et de dommages et intérêts. La lourdeur de la condamnation est à la hauteur de la gravité des imputations jugées calomnieuses. 1218 des 1754 injures collectées appartiennent donc à ce registre sexuel. Les femmes sont traitées de putain, vache, garce, salope, morue, maquerelle, merde, maquerelle, femme de cocu, boîte à vérole, coureuse de garni, mariée du bordel, faiseuse de bâtards, mère des bâtards, jambe à jus, mauvaise femme, vilaine femme, sale femme, vérolée, raccrocheuse de maquereau, garce-gauze, vieille garce en breton, garce-gauze, peau de chien, vieille prostituée, femme connue dans tous les garnis, femme allant faire le raccro, poufias, grue, mère des bâtards, fille de rue, soutireuse de marin, restant de bordel, cul pourri par la vérole, vérolé, wagon, wagon prostituée exerçant dans les trains. Elle est trop bien. Wagon, cul sale, madame mon cul, putain de bordel. Soit 36 injures différentes relevées pour désigner la prostituée, la femme de mœurs légère ou l'entremetteuse. Cette étonnante richesse du vocabulaire injurieux n'empêche pas le recours très fréquent, on l'a vu, à certaines insultes. Si toutes les injures ne sont pas consignées, effectivement, putain, vache, garce sont de très loin les plus utilisées, fréquentes au point d'être galvaudées. Alfred Delvaux définit sous le Second Empire la putain comme la femme qui vend l'amour ou qui en donne trop facilement. Définition que reprend l'historien Charles Virmètre, qui fait de la putain la femme qui va à tous, soit à l'œil, soit par métier. Le mot est très vieux. La première mention écrite remonte au début du XIIe siècle. Les filles brestoises sont effectivement filles soumises ou épouses volages. Dans presque tous les cas, cette injure intègre donc un chapelet stéréotypé. Dans le registre populaire, la vache, putain, vache, garce, le chapelet. Dans le registre populaire, la vache désigne aussi le délateur, l'agent de police ou le gendarme. Ces 3 termes sont quasiment synonymes, même si la garce se distingue par son goût du lucre et la recherche des hommes riches. Les termes les plus originaux ne sont pas tous notés dans le registre de police, mais on retrouve tout de même un certain nombre d'expressions qui ne figurent dans aucun dictionnaire, comme un air du temps brestois un petit peu en avance. La mariée du bordel, la faiseuse de bâtards, construction analogique avec la faiseuse d'ange, évidemment, la venteuse. La jambe à jus apparaissent comme des spécificités de la langue populaire brestoise. On trouve déjà des injures attestées bien plus tardivement. La première mention écrite de la boîte à vérole, maison close ou prostituée, remonterait, d'après Villatte, à 1912. L'expression est utilisée à Brest dès la fin du XIXe siècle. La maquerelle dirige la maison close. L'entremetteuse est ainsi désignée depuis le XIIIe siècle. Au XIXe siècle, de nouveaux termes apparaissent. Madame, pour les pensionnaires, beaucoup utilisé par Guy de Maupassant. Maman Maca, abréviation de macaque, synonyme populaire de vieille guenon pour les clients. Madame mon cul, morue, maquerelle ou prostituée. Les hommes sont également concernés par ce registre, mais beaucoup moins. Le proxénétisme constitue l'accusation la plus courante. Les hommes sont traités de maquereaux,
de mangeurs de blanc. Blanc, c'est la monnaie d'argent. C'est une injure qui existait déjà sous l'Ancien Régime. Souteneurs, marlous, rusés comme le merle, débaucheurs de femmes. On s'en prend à leurs habitudes sexuelles. L'homosexualité et la fréquentation des prostituées sont stigmatisées. Enculeur est créé par Jean Bart et il précède largement l'enculé. Petite pensée pour les ultra-brestois. Vénérien, emmanché, cul pourri, branleur, putassier, gastower en breton, le putassier, le débauché qui s'adoucit en coureur de filles parlé dans le langage populaire brestois. Restant de bordel, restant au résidu de chaude piste, bien avant la fausse couche. La violence en spectacle, rixe et attroupement. On dispose parfois dans ces registres de police, dans ces affaires jugées en justice de paix, de l'estimation du nombre de personnes qui se rassemblent quand le fait divers en vaut particulièrement le coup, quand ça en vaut la chandelle sur le plan du spectacle. Cette question des attroupements est tout sauf anodine pour la police municipale. On peut même considérer qu'il s'agit d'une obsession. Et les bagarres peuvent durer. Le mercredi 31 juillet 1895, sur la place Saint-Sauveur à Recouvrance, une dispute éclate entre René Gorette, chiffonnier de 49 ans de la rue Caravelle, qui a donc passé le pont pour rejoindre la rive droite, et son épouse Louise, 35 ans, chiffonnière de profession également. La querelle commence à 3h de l'après-midi. Les injures pleuvent. Putain, vache garce, macro, mangeur de blanc. Une foule considérable s'agglutine autour du couple et la scène de ménage dure sur la place publique jusqu'à 4h de l'après-midi. On retrouve un cas de figure encore plus marquant le samedi 10 janvier 1894. À 10h du matin, dans la rue du Cimetière, au numéro 45, Catherine Le Gall-Carrès, 46 ans, fait du tapage dans son domicile, injuriant ses voisines de putain et de vache, occasionnant ainsi un scandale tel qu'un rassemblement finit par se former dans la cage d'escalier de l'immeuble. La scène se poursuit jusqu'à 3h de l'après-midi. 5 heures de tapage ininterrompu. C'est la durée d'incident la plus longue retrouvée dans les archives. Catherine Carrès est récidiviste. Le tribunal de simple police la condamne à la sanction maximale. Une amende de 15 francs assortie d'une peine de 5 jours de prison, soit 1 jour de prison par heure de tapage. Autre exemple édifiant avec cette bagarre du soir de Noël 1893. Sur le champ de bataille, à 9h45 du soir, elle oppose François Guilloux, 41 ans, portefaix de la rue Suffren, à un autre portefaix bien connu des agents de police brestois. Auguste Yvinec. Le duel à main nue suscite la curiosité ou les encouragements de plus de 200 personnes. Le champ de bataille, future place Wilson, permet, il est vrai, aux spectateurs une parfaite visibilité de la joute. Les combats féminins sont parmi les plus appréciés. Les Brestois se régalent de ces prises de corps spectaculaires, notamment quand les assauts répétés des belligérantes laissent deviner plus que d'ordinaire leur anatomie. Le jeudi 11 novembre 1897, à 11h du matin, dans un champ à l'angle des rues du Cimetière et Victor Hugo, Catherine Beyer-Jacob et Françoise Porce-Bonenès en viennent aux mains. La lutte occasionne un rassemblement qui grossit au fur et à mesure que leurs tenues deviennent de plus en plus débraillées, postures suggestives ou véritables ballets lascifs. Les sources ne permettent pas de trancher, mais toujours est-il que les deux femmes écopent chacune de 5 francs d'amende et de 2 jours de prison. La femme âgée qui continue de faire le coup de poing suscite intérêt, amusement, voire admiration. Le lundi 7 novembre 1898 à 4h45, Jeanne Alexandre Pouliquin, vieille marchande de gâteaux de 63 ans, provoque un rassemblement sur la place de la Liberté en s'en prenant à une dame Abgral. Alors, une dame Abgral qu'elle décoiffe et jette violemment à terre. J'étais pas là. La dispute conjugale n'est que plus ultra des éclats populaires, peut très bien s'écouter de la rue quand les injures portent bien au-delà de la porte du domicile. Le mardi 23 mars 1897,
Charles Cloarec, ouvrier de l'Arsenal de 42 ans, domicilié au numéro 71 de la rue de la Mairie, fait scandale dans la cour de son domicile en accablant sa femme des pires épithètes. Salope! Vache! Un rassemblement considérable se forme devant l'immeuble. Ce spectacle uniquement sonore vaut à son principal auteur une amende de 11 francs, soit quasiment 4 jours de salaire. L'incident ne doit pas être forcément très violent pour susciter l'intérêt des passants. Les scènes animées, voire cocasses, sont très prisées, ainsi que les esprits frondeurs. Par exemple, quand le petit journalier brestois, pauvre mais plein d'esprit, provoque ouvertement des aspirants de marine, le succès est garanti. « Hé, lieutenant, tu passeras pas capitaine de frégate, à l'envers !» Les Halles connaissent leur lot d'incidents. À Saint-Louis, le dimanche 28 novembre 1897, Marguerite Perrotte-Tromelin, marchande de gâteaux de 54 ans, habitant au numéro 34 de la rue du Moulin à Recouvrance, cherche querelle au placier du marché de Saint-Louis, l'injuriant et lui disant « Je connais les lois et je vous emmerde. Je ne suis gêné ni avec vous, ni avec la police, ni avec les contraventions. » Les ménagères et les marchandes s'interrompent et assistent religieusement à l'échauffourée. Délectation gratuite. Il y aurait un climat, on n'a pas cherché à battre un record. Putain, vache garce, on n'a pas cherché à en faire le plus possible. Il y a un climat, Jean Guidoni. C'est un bouquin étonnant qui date de 1929 quand même. Écoutez ça. Le courrier de la mer Blanche, la dernière escale. 1929. Le bistrot de Recouvrance n'a pas changé. Je m'étonne que le froid n'ait pas tué l'essaim des mouches qui bourdonnent autour de la lampe. Au haut des meubles, les mêmes flacons, unis par les mêmes toiles d'araignée. Ce sont les mêmes hommes qui envoient vers le plafond les ronds de fumée bleue. Je reconnais des nez, des joues, des yeux, des gestes, des exclamations coutumières. Tiens, je n'avais plus pensé à celui-ci depuis mon dernier séjour. C'est comme si tout mon voyage à Arkhangelsk n'existait pas. Et où est-il, mon voyage à Arkhangelsk ? T'en fais pas pour ça, me dit Renaud. La servante s'approche. Vous voilà de retour ? Avez-vous fait bon voyage ? Qu'est-ce que je vous sers ? 2 vermouths cassis. Je prends mon verre entre les doigts et le présente à la lumière. Regardez, Renaud, il n'y a rien de changé. Elle m'a donné le verre ébréché. Qu'est-ce que tu croyais quand on allait changer la vaisselle parce que tu es allé à Arkhangelsk ? Non, mais il aurait pu se casser. Ils sont tous là, ceux que j'ai connus. Le patron de pêche, le caboteur, les matelots. Peut-être ont-ils vieilli d'un cran, comme les aiguilles de ces horloges qui avancent d'une minute d'un coup. Madeleine arrive, accompagnée d'une belle fille blonde. « Comment ? Vous êtes de retour ? Pourquoi n'avez-vous pas écrit ?»« J'ai pas eu le temps. » Elle se place près de nous. Madeleine paraît nerveuse, distraite, agitée, tandis que son amie est calme et souriante. « Vous arrivez à l'improviste. Et si j'étais retenu ce soir ? Nous resterions avec... Comment vous appelez-vous, mademoiselle ? Lulu. Nous resterions avec mademoiselle Lulu. » Madeleine jette un regard jaloux à son amie, trop belle. Guy va revenir. Merci. Je voulais remercier évidemment tous ceux qui ont rendu ce moment possible, à commencer évidemment par toute l'équipe du Vauban et Charles Musy en premier pour leur gentillesse et leur conseil aussi, parce qu'il a fallu un petit peu tout installer dans la matinée. Et puis tous ceux qui ont donné le coup de main aussi pour la préparation technique, voilà, l'affiche, etc., comment dirais-je, tout le travail qu'il y a eu autour. La sono, en remerciant Bernard de Guy Pava de nous avoir prêté cette sono. Voilà. Alors évidemment, on finira en musique avec une chanson évidemment pour vous remercier d'être présent, hein, une chanson de Françoise Hardy. Bon, c'est pas non plus un hasard. L'amitié, et puis ensuite on enchaînera évidemment sur de belles chansons actuelles, Fontaine DC, Zao de Sagazan, et puis on se quittera avec Bowie et je sais plus quoi.
Ah si, Chrissy Hine et Pretenders. Voilà, je voulais vraiment vous remercier. Bon, évidemment, c'était un format un petit peu long. On n'avait pas eu le temps de le répéter en entier. On pensait que c'était un petit peu plus court, que ça allait faire 1h30. Bon, ça fait un peu près plus d'1h40. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et je vous remercie vraiment de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée.